L'horloge numérique sur la table de nuit de Jacques Marin affichait 2h47 du matin, lorsque le murmure de sa fille transperça l'obscurité comme une lame de rasoir. « Papa, quelqu'un entre dans la cuisine. » Les yeux de Jacques s'ouvrirent brusquement, tous ses nerfs s'échauffant à la fois. Rosie, 8 ans, se tenait près de son lit, sa petite silhouette tremblante, la faible lumière filtrant à travers les stores. Son murmure était à peine audible, mais la terreur dans sa voix le frappa comme un coup de massue. « Reste là, ma puce !» souffla-t-il en roulant hors du lit et en attrapant la lourde magitite sur sa table de nuit. Son poids était agréable dans ses mains calleuses. 15 ans dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation depuis l'âge de 23 ans lui avaient appris à apprécier les outils robustes. Le couloir s'étendait devant lui comme un tunnel, chaque ombre cachant potentiellement un intrus. Les pieds nus de Jacques ne faisaient aucun bruit sur le parquet tandis qu'il se glissait vers la cuisine, le cœur battant la chamade. 20 ans comme technicien CVC, dont 15 au syndicat local, lui avaient donné un sang-froid et des réflexes rapides. Mais c'était chez lui, chez sa fille. La cuisine était vide. Jacques alluma la lumière du plafond, inondant l'espace d'une fluorescence intense. Tout semblait normal. Des bols de céréales encore dans l'évier après le dîner. La tasse de café de Laura posée près de la machine, prête pour le matin. Mais quelque chose clochait. L'air semblait différent, chargé de la présence de quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Il vérifia la porte de derrière, déverrouillée. La glace lui inondait les veines. Jacques était obsédé par les serrures. Chaque porte, chaque fenêtre, il a vérifié 2 fois avant de se coucher. Il avait installé les peines dormant lui-même. De l'acier de haute qualité capable d'arrêter un bélier. Cette porte était verrouillée quand il s'était couché. Il en était certain. Et les seules personnes ayant les clés étaient lui, Laura, et peut-être quelqu'un en qui elle n'aurait pas dû avoir confiance. La lumière du détecteur de mouvement était éteinte dehors. Jacques sortit sur le porche arrière, le faisceau de sa lampe torche balayant le petit jardin. Le capteur aurait dû se déclencher à l'approche de la porte. Il examina l'appareil. Le cordon d'alimentation avait été débranché et soigneusement rangé derrière le support de fixation. Quelqu'un l'avait désactivé, quelqu'un qui savait qu'il était là. De retour à l'intérieur, Jacques parcourut la maison comme un fantôme, inspectant chaque pièce, chaque placard, chaque cachette possible. Rien. Mais dans la buanderie, il aperçut quelque chose qui lui donna la chair de poule. Une légère odeur d'eau de Cologne flottait dans l'air. Cher, sophistiqué, rien qu'il n'ait jamais porté. Laura était en Virginie pour rendre visite à sa mère malade. Elle était partie 3 jours plus tôt en promettant de l'appeler tous les soirs. Son dernier SMS était arrivé à 23 heures. Elle va mieux. Demain à la maison. Je t'aime. Jacques retourna dans sa chambre où Rosie l'attendait toujours, les yeux écarquillés et effrayés. Le méchant est-il parti? Murmura-t-elle. Merchant. Non. Y avait-il quelqu'un ici, où l'as-tu trouvé? Merchant? Comme si elle avait vu quelque chose. Que as-tu vu, ma chérie? La lèvre inférieure de Rosie trembla. Une ombre se déplaçait dans la cuisine comme s'il savait où tout était. Comme s'il savait où tout était. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Jacques tandis qu'il tenait sa fille dans ses bras, lui promettant que tout était en sécurité maintenant. Mais tandis que Dawn franchissait les fenêtres, une question le brûlait comme de l'acide. Comment quelqu'un avait-il pu entrer chez lui sans déclencher une seule alarme, sachant exactement où se trouvait le détecteur de mouvement, se déplaçant dans sa cuisine comme s'il était chez lui? Et pourquoi Rosie l'appelait-elle un homme méchant au lieu de simplement un homme? Laura revint le lendemain après-midi avec un sourire éclatant et une tarte aux pêches offerte par la voisine de sa mère. Sa peau était éclatante de santé, comme si elle avait passé du temps au soleil. Étrange pour quelqu'un qui s'occupait d'une patiente alitée. « Comment va ta mère ?» demanda Jacques en observant attentivement son visage. « Beaucoup mieux. » La pneumonie guérit. Le sourire de Laura ne faiblissait pas tandis qu'elle déballait son sac de voyage. « Il s'est passé quelque chose pendant mon absence. » Jacques étudia le visage de sa femme, celle qu'il avait épousée 12 ans plus tôt et qui lui avait donné la plus belle fille du monde. Son expression était parfaitement posée, sincèrement inquiète. Si elle mentait, elle était sacrément douée. Quelqu'un s'était introduit par effraction avant-hier soir. La main de Laura était figée sur sa valise. Quoi? Jack, tu es sérieux? Tu as appelé la police? Pas de traces d'effraction, rien de volé, mais il y avait quelqu'un dans la maison. Comment le sais-tu? La porte de derrière était déverrouillée, le détecteur de mouvement désactivé. Laura fronça les sourcils en posant ses vêtements. Chérie, tu travailles depuis 60 semaines. À quand remonte ta dernière vraie nuit de sommeil? La suggestion le frappa comme une claque. Je sais ce que j'ai vu. Je ne dis pas que tu n'as rien vu,
mais peut-être as-tu oublié de verrouiller la porte. Le détecteur a pu dysfonctionner. Tu as dit toi-même qu'il faisait des siennes. Avait-il dit ça? Jacques ne s'en souvenait plus. Le détecteur fonctionnait bien, à sa connaissance. Rosie vit quelqu'un dans la cuisine. L'expression de Laura changea, un scintillement dans ses yeux, trop rapide pour être saisi, mais il était là. Rosie a une imagination fertile. Tu te souviens quand elle a cru qu'il y avait un monstre dans son placard pendant 2 mois? Jacques voulait protester, mais Laura le dépassait déjà, appelant leur fille. Rosie, viens faire un câlin à maman. D'habitude, Rosie accourait. Cette fois, elle apparut dans l'embrasure de la porte, mais ne s'avança pas. Elle resta là, à observer sa mère avec ses yeux perçants de petite fille de 8 ans qui semblait voir trop loin. Salut, maman. Viens par ici, ma puce. To Emma's Telmont Monk. Laura s'agenouilla, les bras tendus. Rosie s'avança lentement, acceptant l'étreinte, mais la gardant brève. Quand Laura essaya de la serrer contre elle, Rosie recula. Comment va grand-mère? Elle se sent beaucoup mieux. Elle t'a envoyé ça. Laura sortit une petite boule à neige de son sac à main. Un bibelot bon marché d'une boutique de souvenirs avec un palmier en plastique à l'intérieur. Rosie la prit, mais ne parut pas emballée. Grand-mère habite en Virginie. Il y a un palmier ici. Laura rit. La boutique de souvenirs de l'hôpital proposait peu de choix, ma chérie. Mais Jacques remarqua la légère tension dans les yeux de Laura. Et il remarqua autre chose. Les mains de sa femme. Ses ongles étaient Parfaitement. manucurés, peints d'un rose tendre. Fresh. Professionals. Quand Laura avait-elle trouvé le temps de se faire une manucure tout en s'occupant de sa mère malade ce soir-là? Après que Rosie se soit endormie, Jacques la confronta directement. Je veux savoir ce qui s'est vraiment passé pendant ton absence. Laura leva les yeux de son livre, sincèrement perplexe. Que veux-tu dire? Minute, puis activa l'application de localisation sur son téléphone. La localisation de Laura indiquait qu'elle se dirigeait vers l'hôtel Weston, en centre-ville, l'endroit même que Cameron avait mentionné dans ses textos. Au lieu de la suivre, Jacques décida de fouiller la maison. S'il complotait quelque chose, il pourrait y avoir des preuves, des papiers, des documents, tout ce qui lui dirait à quoi il avait vraiment affaire. Il commença par le bureau de Laura, une chambre d'amis aménagée où elle payait les factures et gérait les demandes de remboursement de son assurance dentaire. Les tiroirs du bureau étaient verrouillés, mais Jacques avait installé les serrures lui-même. Il savait exactement où Laura avait caché le double des clés. Le premier tiroir contenait des papiers ménagers courants, des relevés de prêts immobiliers, des factures de services publics, le dossier scolaire de Rosie. Le deuxième tiroir contenait des fournitures de bureau et de vieilles déclarations d'impôts. Le troisième contenait une chemise en papier Kraft étiquetée documents personnels. À l'intérieur, Jacques trouva ses propres documents de divorce, soigneusement rangés et annotés, déjà remplis. Laura demandait la garde exclusive de Rosie, la propriété exclusive de la maison et une pension alimentaire mensuelle de $2800. Les motifs du divorce étaient des différends irréconciliables dus à l'instabilité émotionnelle et au comportement potentiellement dangereux des intimés. Une évaluation psychologique, prétendument réalisée par le docteur Margaret Hoffman, une psychiatre que Jacques n'avait jamais rencontrée, était jointe au document de divorce. Selon le rapport, Jacques présentait des signes de délire paranoïaque, des tendances obsessionnelles compulsives et un comportement agressif croissant, présentant un risque pour les membres de sa famille. L'évaluation datait de la semaine dernière. Jacques n'avait jamais parlé au docteur Hoffman. Il n'avait jamais été évalué psychologiquement par qui que ce soit. Le rapport était entièrement fabriqué, mais la situation s'est aggravée. Au fond du dossier se trouvait une déclaration sous serment d'Albert Lindley affirmant que Jacques avait eu un comportement erratique et menaçant lors de récentes réunions de famille, avait fait des déclarations inquiétantes sur la surveillance et le complot, et qu'Albert craignait pour la sécurité de Laura et Rosie. Tout était signé, notarié et prêt à être classé. Jacques était assis dans le fauteuil de Laura, tenant les papiers qui allaient mettre fin à sa vie telle qu'il la connaissait, et sentit une sensation de froid et de dureté se cristalliser en lui. Ces gens, sa femme, le père de Laura, son amant, avaient passé des mois à planifier sa destruction. Ils avaient fabriqué des preuves, manipulé des situations et se préparaient à lui enlever sa fille. Ils voulaient le détruire. Maintenant, il allait lui rendre l'appareil. Mais d'abord, il lui fallait plus d'informations. Jacques copia chaque document, téléversa les enregistrements audio sur plusieurs comptes cloud et commença à monter son propre dossier. S'il voulait jouer les sales tours, il leur montrerait à quoi ressemblait vraiment le sale tour. Le lendemain matin, Laura revint de ses courses avec rien d'autre qu'un petit sac de CVS et une histoire sur les problèmes de couple de Jessica qui les empêchaient de dormir. Jacques sourit, hocha la tête et lui servit son café comme un mari dévoué.
Pendant ce temps, il avait déjà 3 coups d'avance, planifiant leur chute totale. L'embuscade eut lieu un mardi soir, lors des réunions parents-professeurs à l'école primaire de Rosie. Jacques était assis en face de Madame Patterson et discutait des progrès de Rosie en mathématiques lorsqu'un adjoint du shérif apparut dans l'embrasure de la classe avec une enveloppe en papier kraft. « Jacques Marin, c'est moi. On vous remet des documents judiciaires d'urgence. Vous devez répondre dans les 48 heures. » L'enveloppe semblait peser 450 kg. Les mains de Jacques tremblaient en l'ouvrant sous le regard de Madame Patterson et de l'adjoint. Requête urgente en ordonnance de protection, modification temporaire de la garde, pension alimentaire immédiate. Laura demandait au tribunal de l'expulser de son domicile, prétextant qu'il représentait une menace imminente pour sa sécurité et celle de Rosie. La pétition dépeignait Jacques comme un monstre paranoïaque et dérangé. Elle citait son installation obsessionnelle de matériel de surveillance, ses confrontations agressives avec des intrus imaginaires et son comportement de plus en plus erratique, notamment des accusations d'infidélité et de complot. L'évaluation psychologique fabriquée du Dr Hoffman était jointe comme preuve, ainsi que la déclaration sous serment d'Albert Lindley selon laquelle Jacques avait saisi le bras de Laura de manière agressive lors d'un récent dîner de famille et avait proféré des menaces contre les personnes qui le contrariaient. Rien de tout cela n'était vrai, mais tout était officiel, notarié et déposé au tribunal. L'adjoint attendait toujours. « Monsieur, vous devez quitter le domicile conjugal demain avant 18 heures. Il vous est également interdit de contacter votre femme ou votre fille, sauf par l'intermédiaire de votre avocat. » Jacques regarda Madame Patterson, qui le fixait avec de grands yeux horrifiés. Demain, tout le monde à l'école de Rosie serait au courant. Tout le quartier, tout le monde à la salle syndicale. Sa réputation serait détruite avant même qu'il puisse répondre. « Puis-je voir ma fille ?» Passe en surveillance judiciaire. Une audience est prévue vendredi pour déterminer les arrangements provisoires. Jacques rentra chez lui quelques jours plus tard, les papiers éparpillés sur son siège passager comme des déchets radioactifs. La voiture de Laura était garée dans l'allée et, par la fenêtre de la cuisine, il la voyait s'affairer, préparant le dîner comme si de rien n'était. Elle savait. Elle savait exactement quand il serait servi, exactement où il serait quand l'adjoint le trouverait. Elle avait calculé le moment pour une humiliation maximale. Jacques resta assis dans son camion pendant 10 minutes, s'efforçant de ralentir sa respiration, ses mains pour arrêter de trembler. Puis il rentra chez lui, peut-être pour la dernière fois, et trouva Laura en train de remuer la sauce pour pâtes pendant que Rosie faisait ses devoirs à la table de la cuisine. « Dis donc, comment s'est passée la réunion ?» demanda Laura sans se retourner. Jacques posa les papiers sur le comptoir à côté d'elle. « À toi de me le dire. » Laura jeta un coup d'œil au document et, l'espace d'un instant, son masque tomba. Il vit la satisfaction dans ses yeux, froide et triomphante. « Jacques, je suis désolé que cela ait dû se passer ainsi. » « Tu es désolé ?» Sa voix n'était qu'un murmure, mais elle transperça la cuisine comme une lame. « Tu as fabriqué une évaluation psychologique. Tu as fait mentir ton père dans une déclaration sous serment. Tu préparais ça. Depuis des mois. » Rosie leva les yeux de ses devoirs, sentant la tension monter. La voix de Laura se réduisit à un murmure. « J'ai fait ce que je devais faire pour protéger notre fille. » « De quoi ? De toi, de ta paranoïa. Ton équipement de surveillance, tes accusations, tu es malade, Jacques, et tu ne recevras aucune aide. » Jacques fixa sa femme, la regarda vraiment, et réalisa qu'il la voyait clairement pour la première fois depuis des années. Son expression inquiète, son ton raisonnable, sa façon de se positionner en victime. Tout cela n'était que comédie. Où est Cameron ? Le visage de Laura devint blanc. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Jacques sortit son téléphone et passa l'enregistrement audio. Il ne partira pas à moins qu'on ne l'y oblige. Le masque de Laura se lécha complètement. Une panique totale envahit son visage. « Papa, que se passe-t-il » La voix de Rosie était faible et effrayée. Jacques s'agenouilla près de la chaise de sa fille. « Tout ira bien, ma chérie. Mais papa devra peut-être rester ailleurs quelques jours, le temps de régler des problèmes d'adultes. » « Pourquoi ? Parce que ta mère est un serpent menteur et manipulateur qui prépare notre famille depuis des mois, pensa Jacques. Mais il ne pouvait pas dire ça. Pas à un 8 ans. Parfois, les adultes ne sont pas d'accord sur des choses importantes, mais quoi qu'il arrive, papa t'aime plus que tout au monde. Tu t'en souviens, d'accord ? Rosie hocha la tête, les larmes aux yeux. Laura Esavanka. Jacques, tu n'as pas à rendre les choses plus difficiles que nécessaire si tu coopères. Coopérer ? Jacques se leva lentement. Tu veux que je coopère à ma propre destruction ? Je veux que tu obtiennes de l'aide. De la vraie aide. Pour ton bien. Jack failed at Ryer.
Elle continuait de jouer la comédie, jouant toujours l'épouse inquiète. La seule chose pour laquelle j'ai besoin d'aide, c'est de te révéler tel que tu es. L'expression de Laura se durcit. Tu as jusqu'à 18 heures demain. Je te suggère d'en profiter pour trouver un avocat au lieu de proférer des menaces. Jacques monta faire ses valises, son esprit explorant déjà toutes les possibilités. Il pensait l'avoir piégé, acculé au pied du mur. Il l'avait complètement sous-estimé. Pendant qu'il faisait ses bagages, Jacques transféra tout sur plusieurs comptes cloud sécurisés. Les enregistrements audio, la fausse évaluation psychiatrique, les SMS de Cameron, les photos des faux documents. Il en envoya également des copies à 3 avocats, à son représentant syndical et à un ami journaliste spécialisé dans la corruption judiciaire. Si Laura et son père voulaient jouer les durs, Jacques leur montrerait ce qu'était vraiment la violence. Mais d'abord, il devait savoir exactement à quoi il avait affaire. Ce soir-là, Jacques s'installa dans un motel et commença à planifier sa contre-attaque. Il engagea une détective privée nommée Rita Vasquez, une ancienne policière spécialisée dans les affaires de droit de la famille. Ses instructions étaient simples. Tout savoir sur Cameron Voss, documenter toute relation entre lui et Laura, et fouiller dans les récentes décisions judiciaires d'Albert Lay. « Jusqu'où voulez-vous que j'aille » demanda Rita au téléphone. « Aussi loin qu'il le faudra. Ces gens pensent pouvoir me détruire et prendre ma fille. Je veux des munitions pour tous les enterrer. » Le rire de Rita était vif et carnassier. « Je t'aime déjà. Donne-moi une semaine. » Jacques raccrocha et fixa le plafond taché de sa chambre de motel. Quelque part à l'autre bout de la ville, Cameron Voss était probablement en train de fêter ça avec Laura, persuadé d'avoir gagné. Ils ignoraient totalement que la guerre ne faisait que commencer. Rita Vasquez rendit son rapport un vendredi matin, tandis que Jacques, assis dans le bureau de son avocat, préparait l'audience pour la garde des enfants. L'enveloppe de manille était remplie de photos, de relevés bancaires et d'images de surveillance qui allaient tout changer. Corruption judiciaire, de multiples crimes, a confirmé Tom. Cela va bien au-delà d'un divorce compliqué. C'est un complot criminel organisé. Jacques fixait les preuves étalées sur la table. Photos, documents, enregistrements, relevés bancaires. Tout ce dont il avait besoin pour détruire ceux qui ont tenté de le détruire. Que faire ensuite? Tom a rassemblé les papiers en piles bien ordonnées. On passe à l'action. Je dépose des contre-requêtes cet après-midi. Accusation de fraude, allégation de complot et demande de sanctions d'urgence. Mais d'abord, nous devons transmettre ces preuves au parquet. Et l'audience pour la garde des enfants? Avec ces preuves, Laura ne pourra pas. Il suffit de perdre la demande de garde. Elle aura de la chance d'obtenir un droit de visite surveillé. Rita se leva, son sac photo sur l'épaule. Il y a encore une chose, Jacques. Cameron Voss a fait des recherches sur toi personnellement. Vérification d'antécédents, relevé d'emploi, dossier d'adhésion syndicale. Il t'a aussi posé des questions sur tes habitudes quotidiennes, tes interventions et le suivi GPS de ton camion. Le sang de Jacques s'est glacé. Il m'étraque. On direct. Et pas seulement passivement. Je pense qu'il a prévu de te confronter directement. Comme interpellé par ces mots, le téléphone de Jacques vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. Rendez-vous au 12h47 Industrial Boulevard ce soir à 20h. Il est temps de régler ça comme des hommes. Viens seul. L'adresse était un entrepôt abandonné dans la zone industrielle. Le genre d'endroit où il arrive malheur aux gens qui disparaissent. Tom attrapa le bras de Jacques. N'y pense même pas. C'est exactement ce qu'ils veulent. Que tu fasses une bêtise qui prouve leur version des faits selon laquelle tu es dangereux. Jacques fixa le SMS. Cameron Voss pensait avoir affaire à un ouvrier qui se laisserait faire et ferait le mort. Il ignorait totalement à quel genre d'homme il avait affaire. J'y vais, Jacques. J'y vais, mais pas comme il l'espérait. Rita, peux-tu mettre en place une surveillance de secours? Ritosaurit. 2 équipes, plusieurs angles de vue et suffisamment de matériel d'enregistrement pour capturer chaque mot. Si ce type veut s'incriminer, donnons-lui la parole. Ce soir-là, Jacques se rendit à l'entrepôt abandonné, matériel d'enregistrement scotché sur la poitrine et l'équipe de surveillance de Rita postée autour du bâtiment. Son téléphone était configuré pour diffuser tout en direct sur plusieurs comptes cloud. Cameron Voss attendait dans l'ombre entre 2 conteneurs rouillés, vêtu d'un jean hors de prix et d'un polo qui coûtait probablement plus cher que ce que Jacques gagnait en une journée. Tu as bien joué. Jacques garda ses distances, les mains visibles. Parlance. Cameron s'avança dans la lumière. Il était plus petit que Jacques ne l'avait imaginé, peut-être 510, une silhouette élancée avec ce teint pâle dû à la vie en intérieur. C'était l'homme qui pensait pouvoir voler. La femme et la fille de Jacques. Laura mérite mieux que toi,
dit Cameron sans préambule. Elle l'a toujours fait. Tu la retiens depuis des années. C'est ce qu'elle te dit? Elle n'a rien à me dire. Je le vois bien. Une femme comme Laura piégée avec un voyou du syndicat qui ne peut pas lui offrir la vie qu'elle mérite. Jacques fit un pas en avant. La vie qu'elle mérite. Comme quoi? Des chambres d'hôtel payées avec de l'argent volé sur mes comptes? La confiance de Cameron vacilla. Je ne sais pas de quoi tu parles. $47,000, Cameron. C'est ce que toi et Laura avez détourné de nos comptes joints. C'est du vol fédéral. Prouve-le. Jack Surratt Freudment. Déjà fait. Relevé bancaire, bordereau de dépôt, vidéo de surveillance de toi entrant chez moi. Le FBI va adorer cette affaire. Le visage de Cameron devint blanc. Tu bluffes. Vraiment? Et l'évaluation psychiatrique falsifiée, ou ton pote le juge Lindley manipulant les horaires des tribunaux? Ou le fait que tu m'as traqué pendant des mois? Tu as documenté mes faits et gestes, tu as planifié tout ce coup monté. Cameron recula d'un pas, la panique remplaçant l'arrogance. Laura a dit que tu étais paranoïaque, mais elle avait tort. Tu es vraiment dangereux. Moi, je suis dangereux? Jacques rit. Tu t'es introduit chez moi à plusieurs reprises. Tu as conspiré pour me voler mon argent. Tu as aidé à fabriquer des preuves pour m'enlever ma fille. Et tu me penses dangereux? Je n'ai jamais touché à ta fille. Mais tu l'aurais fait une fois que tu m'aurais détruit. Une fois que tu m'aurais pris tout ce que j'avais, tu aurais joué le papa avec ma petite fille, tu l'aurais fait appeler papa. Une lueur noire passa sur le visage de Cameron. Ce ne serait peut-être pas si mal. Au moins, elle aurait un vrai modèle, au lieu d'un travailleur en panne qui répare des climatiseurs pour gagner sa vie. C'était ça. La goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Jacques parcourut la distance qui les séparait en 3 pas rapides. Cameron essaya de reculer, trébuchant sur du gravier, mais la main calleuse de Jacques jaillit et l'attrapa par le tissu coûteux de son polo. Avec la force accumulée après 15 ans de transport de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation, Jacques a projeté Cameron contre le conteneur. L'impact a résonné dans le quartier des entrepôts abandonnés comme le tonnerre. Tu veux voir du matériel en panne? La voix de Jacques s'est réduite à un grognement qui semblait provenir du plus profond de sa poitrine. Laisse-moi te montrer à quoi ça ressemble vraiment, du matériel en panne. Les yeux de Cameron s'écarquillèrent de panique. Il frappa violemment, son poing souple de travailleur heurtant l'épaule de Jacques. Un coup oblique pathétique et à peine perceptible. La réaction de Jacques fut immédiate et dévastatrice. Son coup du droit atteignit Cameron en pleine mâchoire, projetant la tête du petit homme en arrière dans un craquement humide. Les lèvres de Cameron se fendirent comme un fruit mûr. Une bombe de peinture rouge pulvérisa le métal rouillé derrière lui. Arates. Tuas faux. La voix de Cameron se brisa, aiguë de terreur. Faux. Jacques attrapa Cameron par la gorge et le souleva sur la pointe des pieds. Tu es entré par effraction chez moi. Tu prévoyais de voler ma fille. Tu as fabriqué des preuves pour détruire ma vie. Et tu me prends pour un fou? Cameron agrippa la puna de fe de Jack, alatant. Jacques le maintint ainsi pendant 5 secondes qui lui semblèrent une éternité, puis le relâcha. Cameron se plia en deux, toussant et s'étouffant. Je ne l'avais jamais touché. Cameron siffla. Le genou de Jacques se souleva comme un piston, percutant le plexus solaire de Cameron. L'air explosa des poumons de Cameron, tandis qu'il se pliait en deux, haletant et misérable. Jacques attrapa une poignée de ses cheveux soigneusement coiffés et releva brusquement la tête. Mais tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Une fois que tu aurais fini de me détruire, tu aurais joué au papa pour ma petite fille. L'on fait appeler père pendant que vous comptiez l'argent que vous avez volé dans son fonds universitaire. Quelque chose de moche et de carnivorie traversait les caractéristiques battues de Cameron. Peut-être que ce ne serait peut-être pas une si mauvaise chose. Pensait qu'il était meilleur que Jacques. Vous voulez parler de modèle. Garbage. Cameron a essayé de ramper, mais Jacques le retourna sur son dos. Cameron était allongé là, le visage enduit de rouge, regardant Jacques avec la terreur absolue d'un homme qui avait finalement réalisé qu'il était complètement surpassé. Un vrai homme ne se faufile pas dans un véritable homme ne fait pas de la voix des familles. Secouant les mains, essayant probablement de faire de l'aide. A rebondi sur le métal avec un clang creux. Cameron. Vous allez tout dire au procureur. Chaque détail de votre complot avec Laura et Albert Lay. Chaque dollar que vous avez aidé à voler, chaque mensonge que vous avez aidé à fabriquer. Je ne peux pas. 20 ans comme son compagnon de cellule ou un témoin coopératif. Chose. Elle a dit que vous la reteniez en arrière, la traînant à votre niveau. Elle voulait sortir, mais elle voulait tout prendre avec elle. Continuez à parler. Son père,
Le juge Lindley. Il nous a connectés avec le docteur Steinberg. Il remonte bien. Buddy de golf, frère Lodge, tout le réseau All Boys. Steinberg devait Albert quelques faveurs de quand Albert l'a aidé à battre ce costume pour faute professionnelle il y a 5 ans. Jacques a ressenti des pièces en place. Alors Albert a appelé son marqueur. Ways. Steinberg a écrit l'évaluation sans jamais vous rencontrer. En fonction des notes que Laura a fournies sur votre comportement préoccupant, l'équipement de surveillance, les questions sur les intrus, tout cela. Et l'argent? Cameron essuya crimson de sa bouche avec le dos de sa main. Laura éclate depuis des mois. De petites quantités comme vous l'avez dit. Rien de assez grand pour déclencher des alertes bancaires. Elle a ouvert le compte séparé en février. Construisez un coffre de guerre depuis. Combien de total? 63 000. La vision de Jacques est devenue rouge sur les bords. $63,000. Plus qu'il ne s'était admis même à lui-même. C'était le fonds universitaire de Rosie. Leurs économies d'urgence. Des années supplémentaires et une budgétisation minutieuse. Où est-il maintenant? Compte offshore. Il Caïman. Laura a les codes d'accès. Jacques attrapa à nouveau Cameron par la chemise, le transportant sur ses pieds. Ma fille. Parlez-moi de vos projets pour ma fille. Les yeux de Cameron se précipitèrent désespérément à la recherche de routes d'évasion qui n'existaient pas. Laura a dit, elle a dit que Rosie s'adapterait. Les enfants sont résilients. Elle a dit que vous auriez des visites, peut-être les week-ends. Visites supervisées pendant que vous jouiez à la maison avec ma femme et ma fille. Ce n'était pas comme ça. Le revers de Jacques a attrapé Cameron sur la joue, claquant sa tête sur le côté. Lorsque Cameron a regardé en arrière, il y avait une terreur fraîche dans ses yeux. Ne me mens pas. Pas maintenant. Je veux savoir exactement ce que vous prévoyez de faire une fois que vous avez détruit ma vie. La résolution de Cameron a finalement craqué complètement. Les mots dégringolaient dans une ruée comme plus d'une blessure lancée. Laura a dit, une fois le divorce final, une fois que vous avez été hors de l'image, nous déménagerions dans un endroit nouveau. Commencez à nouveau. Peut-être la Californie ou la Floride, quelque part que vous ne pouviez pas suivre. Rosie devrait m'accepter comme sa nouvelle figure paternelle. Laura a dit qu'elle finirait par vous surmonter, surtout si nous avons limité le contact. Jacques sentit quelque chose de froid et final se déposer dans sa poitrine. Ils avaient prévu d'enlever sa fille. Pas légalement. Ils auraient eu des ordonnances judiciaires, des accords de garde, la pleine bénédiction du système, mais en enlevant néanmoins. Le nom de ma fille, dit doucement Jacques. Dites-le. Quoi? Tu halláis me vale. Faites-la appeler papa. Le moins que vous puissiez faire est de dire son nom. Cameron le regarda avec de grands yeux terrifiés. Rosie. C'est vrai. Rosie. 8 ans, aime les cours d'art et déteste les germes de Bruxelles. Dort avec un éléphant en peluche nommé d'Arachide. Rêve d'être un vétérinaire quand elle grandit. Elle a un écart entre ses dents de devant qui la fait siffler quand elle dit des mots avec S. La voix de Jacques tomba à peine au-dessus d'un murmure. Elle n'est pas une pièce d'échec dans votre jeu torsadé. Elle n'est pas un prix à gagner ou une marchandise à échanger. C'est ma fille, ma chair et mon cœur se promenant devant mon corps. Et vous aviez prévu de me voler. Cameron a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Jacques tendit la main dans sa poche et sortit son téléphone, montrant Cameron l'écran. Une application d'enregistrement était en cours d'exécution. Des chiffres rouges montrant qu'ils avaient enregistré depuis 47 minutes. Chaque mot que vous venez de dire est une preuve. Chaque confession, chaque détail sur le complot, chaque plan pour prendre ma fille, tout est enregistré. Le visage de Cameron est devenu blanc comme de la pâte. Vous ne pouvez pas l'utiliser devant le tribunal. Il a été obtenu sous la contrainte. Était-ce? Jack Surratt Freudment. Je ne vois aucune contrainte. Je vois un homme qui s'est porté volontaire pour me rencontrer dans un entrepôt abandonné pour régler des choses comme les hommes. Je vois quelqu'un qui a avoué librement plusieurs crimes tout en étant enregistré avec un consentement approprié. Jacques a tenu un petit appareil, un enregistreur vocal Rita lui avait donné clairement visible et a correctement divulgué au début de leur confrontation. Vous avez été mirandisé par votre propre stupidité, Cameron. Cameron a essayé de se tenir debout, mais ses jambes ne le soutiendraient pas. Il était assis dans la saleté, fixant Jacques avec l'expression d'un homme regardant toute sa vie s'effondrer en temps réel. Jacques a empoché le dispositif d'enregistrement et s'est tourné pour s'éloigner. Puis il s'arrêta et regarda en arrière. Encore une chose, Cameron, si jamais vous, et je veux dire, vous rapproche de ma fille. Ce qui s'est passé ici ce soir semblera être un massage doux par rapport à ce que je vais vous faire. Jacques est entré dans l'obscurité,
laissant Cameron cassé et meurtri parmi les conteneurs d'expédition. Demain, l'enregistrement serait remis au bureau du procureur de l'État. Cameron affronterait un procureur avec un cas de carrière. Laura serait arrêtée. Albert Lindley passerait ses années d'or dans la prison fédérale. Mais ce soir, Jack avait fait quelque chose de plus important que de rassembler des preuves. Il avait envoyé un message selon lequel certaines lignes ne devraient jamais être traversées. Et il s'était rappelé exactement ce pourquoi il se battait. Jack se retourna et s'éloigna, laissant Cameron saignant et cassé entre les conteneurs d'expédition. Demain, les images de surveillance seraient remises au bureau du procureur de l'État. Cameron raconterait son histoire à un procureur. Laura serait arrêtée et Albert Lay ferait face à des accusations de corruption fédérale. Mais ce soir, Jack avait fait quelque chose de plus important que de rassembler des preuves. Il s'était rappelé exactement pourquoi il se battait. La salle d'audience a été emballée lorsque la juge Patricia Wells a qualifié l'audience d'urgence. Un mot avait divulgué sur les accusations de complot du jour au lendemain, et les médias locaux ont rempli la galerie comme des vultures sentant Quérion. Des équipes de nouvelles télévisées ont bordé le couloir à l'extérieur, leurs caméras formées à chaque entrée. L'Observateur de Charlotte avait déjà publié une histoire en première page intitulée « Judiciaire du scandale de corruption roque le tribunal de la famille » et les médias sociaux bourdonnaient de hashtags comme #Judgegat et DS fraude au tribunal de la famille. Jack était assis à la baguette à côté de Tom Rodriguez à la table du demandeur, portant son meilleur costume, le bleu marine qu'il avait acheté pour son mariage il y a 12 ans. Ses mains étaient pliées calmement sur ses genoux, mais à l'intérieur de son cœur, martaient comme un exercice pneumatique. C'était ça. Tout ce pourquoi il avait travaillé, chaque élément de preuve qu'il avait rassemblé, chaque nuit blanche dans cette chambre de motel, tout s'est résisté aux 2 heures suivantes. De l'autre côté de l'allée, Laura s'est blottie avec son avocat commis à la cour à la table de défense. Son apparence polie habituelle avait craqué comme une vieille peinture. Ses cheveux sont suspendus et non lavés, ses vêtements de créateur remplacés par un pantalon ridé dans un magasin de rabais. Des cercles sombres ombragèrent ses yeux et ses mains tremblaient alors qu'elle traînait dans des papiers qu'elle ne lisait pas vraiment. Elle ressemblait à une femme qui avait finalement réalisé que les murs se fermaient. Albert Lay était sensiblement absent de la procédure. Les agents fédéraux l'avaient arrêté dans son club de campagne ce matin-là, alors qu'il appréciait son petit déjeuner habituel de bénédicte et de jus d'orange frais. L'image du juge à la retraite distinguée et passé devant le verre du pudding dans les menottes était déjà devenue virale sur les flux d'actualité locale. La juge Patricia Wells était un vétéran de 20 ans du tribunal de la famille connu pour son approche non décise et sa haine particulière envers les justiciables qui a perdu son temps avec des requêtes frivoles. Elle était exactement le genre de juge que vous vouliez lors de la recherche de justice, et exactement le genre que vous craigniez lorsque vous aviez été surpris en train de mentir. Votre honneur, commença Tom, s'élevant avec la confiance d'un homme tenant 4 A. Nous sommes ici aujourd'hui pour aborder l'un des cas les plus flagrants de manipulation juridique et de fraude systématique que cette cour ait jamais vu. Ce que nous démontrerons aujourd'hui n'est pas simplement un divorce controversé, mais une relation criminelle soigneusement orchestrée conçue pour frauder le système judiciaire et d'étendre une relation innocente de Man avec son enfant. Une objection, mais le juge Wells l'a coupée avec une main levée. Vous passez la prochaine décennie à vous battre pour des visites supervisées ou à lutter contre les accusations fédérales d'une cellule de prison. Ashen. Elle a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Votre client et ses co-conspirateurs, le juge Wells, a poursuivi, fixant Laura avec un regard qui pourrait faire fondre l'acier, fabriqué des évaluations psychiatriques en utilisant les références volées d'un médecin radié. Ils ont forgé des documents judiciaires avec de fausses notorisations. Ils ont systématiquement volé des actifs matrimoniaux tout en prévoyant de fuir la juridiction. Et ils ont tenté de manipuler ces mêmes procédures par fraude, intimidation et corruption des officiers de justice. Tom s'est levé et a activé son ordinateur portable, le reliant au système audio de la salle d'audience. Votre honneur, avec la permission du tribunal, j'aimerais présenter des preuves qui démontrent la portée et la préméditation de cette conspiration. Procédez, conseiller. Le premier enregistrement a rempli la salle d'audience de clarté cristalline. La voix de Laura indubitable et accablant. Il ne partira que si nous le faisons. La réponse de Cameron a suivi tout aussi claire. Cela prend déjà trop de temps. Ton père a dit qu'il pouvait accélérer. Le silence qui a suivi était électrique. Chaque journaliste de la galerie se pencha en avant, des stylos à portée de main bloc-notes. Les opérateurs de caméra dans le couloir ont pressé contre les fenêtres, essayant de capturer chaque instant de l'effondrement visible de Laura. Tom a laissé l'enregistrement jouer pendant ces 3 minutes complètes. Chaque complot chuchoté, chaque référence occasionnelle pour détruire la vie de Jack, chaque discussion insensible à le séparer de sa fille. Quand il s'est finalement terminé,
La salle d'audience est restée morte. Le juge Wells a retiré ses lunettes et les a nettoyées lentement. Un geste Jack a reconnu comme une fureur à peine contrôlée. Madame Marin, c'était ta voix sur l'enregistrement, n'est-ce pas? L'avocat de Laura s'est penché et a chuchoté de toute urgence dans son oreille, mais Laura secoua la tête. Oui, ton honneur, c'était ma voix. Et la voix masculine appartenait à Cameron Voss, le paralégal avec qui tu ne parviens pas à moins que nous ne partions que nous ne faisons pas de la pépin. Dans ce cas, dès le début, Rencontre Jack. Plusieurs halètements venaient de la galerie. Tom a laissé l'enregistrement jouer. La voix de Cameron détaillant les comptes offshore, le vol systématique des actifs matrimoniaux et le plan de déménagement avec Rosie pour empêcher Jack de maintenir le contact. À la fin de l'enregistrement, le juge Wells semblait avoir voulu lancer quelque chose. Madame Marin, je préside le tribunal de la famille pendant 2 décennies. J'ai vu des batailles de garde devenir laides, les parents se mentent les uns sur les autres et les avocats repoussent les frontières éthiques, mais cela est sans précédent. Elle se leva, sa robe noire lui faisant ressembler à un ange vengeant. Vous n'avez pas seulement menti à cette cour. Vous avez orchestré une fraude systématique conçue pour armer le système juridique contre votre propre mari. Vous avez fabriqué des preuves. Vous avez volé de l'argent. Vous avez corrompu les procédures judiciaires. Et vous prévoyez d'enlever votre propre fille? Votre honneur, je n'ai jamais voulu, a commencé Laura. Destiné quoi? Se faire prendre? Le juge Wells voice rose. Madame Marin, l'intention n'est pas pertinente lorsque les preuves montrent des mois de préméditation. Vous avez ouvert des comptes bancaires secrets. Vous avez embauché des accomplis. Vous avez recherché des stratégies de vol juridictionnel. Ce n'était pas un moment de mauvais jugement. C'était une entreprise criminelle. Tom se leva à nouveau. Votre honneur, j'ai des preuves supplémentaires que j'aimerais présenter. Les dossiers financiers montrant la portée complète du vol, les images de surveillance de Cameron Voss entrant à plusieurs reprises dans la résidence matrimoniale et la documentation des tentatives du juge Linley de manipuler les horaires des tribunaux. Pendant l'heure suivante, Tom a méthodiquement détruit tous les aspects du cas de Laura. Les dossiers bancaires ont montré qu'elle avait volé 63 000 $ sur 6 mois. Des images de surveillance de la caméra de sécurité de Madame Chen ont montré que Cameron entrant dans la maison de Jack 17 fois, restant parfois pendant des heures tandis que Rosie dormait à l'étage. Les dossiers téléphoniques ont prouvé qu'Albert Lay avait contacté des commis en justice, les faisant pression pour accélérer les dépôts frauduleux de Laura. Au moment où Tom a terminé sa présentation, Laura sanglotait ouvertement. Son avocat était assis à côté d'elle dans un silence stupéfait, griffonnant parfois des notes, mais clairement hors de sa profondeur. Le juge Wells a appelé une récréation de 15 minutes au cours de laquelle Jack a regardé la ventilation complète de Laura. Elle était assise sur la chaise de l'accusé, les épaules se soulevant avec des sanglots, tandis que les journalistes à l'extérieur de la salle d'audience ont déposé des mises à jour à couper le souffle sur la fraude du tribunal de la famille du siècle. Lorsque le tribunal a reconnu, le juge Wells n'a pas perdu de temps. Madame Marin, je rejette toutes vos pétitions avec des préjugés. Chaque requête que vous avez déposée dans cette affaire était basée sur des preuves fabriquées et une documentation frauduleuse. La garde d'urgence est attribuée à Monsieur Marin avec effet immédiat. Les jambes de Laura ont complètement cédé. Elle s'est effondrée sur sa chaise comme une marionnette dont les cordes avaient été coupées. De plus, le juge Wells a poursuivi, sa voix portant le poids de l'autorité absolue. Il vous est interdit de retirer l'enfant mineur de cette résolution d'État en attente des accusations criminelles fédérales. Vous abandonnerez votre passeport au greffier du tribunal avant de quitter ce bâtiment. Elle se tourna vers Tom. Monsieur Rodriguez, j'accorde à votre client la possession immédiate de la résidence conjugale. Tous les actifs conjugaux et la garde légale et physique complète de l'enfant mineur. Les droits de visite de Madame Marin sont suspendus en attendant l'évaluation psychiatrique et l'achèvement des conseils ordonnés par le tribunal. Tom hocha la tête. Merci, votre honneur. Ne me remerciez pas encore. Je fais également référence à toute cette affaire à la State Bar Association for Investigation sur tout avocat qui a aidé à préparer des documents frauduleux. Le Conseil des examinateurs dentaires de Caroline du Nord sera informé de la condamnation pénale de Madame Marin pour examen des licences, et je transmets toutes les preuves à l'unité de corruption publique du FBI pour une enquête supplémentaire. Le juge Wells a de nouveau retiré ses lunettes, fixant Laura avec un regard qui pourrait geler les flammes. Madame Marin, dans 30 ans de pratique juridique, je n'ai jamais vu une telle tentative effrontée de manipuler le système judiciaire. Vous avez commis des crimes qui frappent au cœur même de l'intégrité judiciaire. Vous avez volé votre propre famille. Vous avez menti sous serment et vous avez tenté d'armer cette cour contre un père innocent. Laura a essayé de parler, mais le juge Wells leva une main. Je n'ai pas fini.
Les dommages que vous avez causés s'étendent bien au-delà de votre famille immédiate. Chaque victime légitime d'une mauvaise utilisation domestique sera désormais confrontée à un examen supplémentaire en raison de vos fausses allégations. Chaque parent à la recherche de garde d'urgence sera vu avec suspicion en raison de vos pétitions frauduleuses. Vous avez sapé la confiance du public dans le système même conçu pour protéger les enfants et les familles. Le juge se pencha en avant, sa voix tombant à un murmure qui portait en quelque sorte dans tous les coins de la salle d'audience. Si j'avais le pouvoir de vous condamner aujourd'hui, Madame Marin, vous passeriez les 20 prochaines années en prison fédérale. Dans l'état actuel des choses, vous risquerez tout le poids des poursuites pénales, et je m'assurerai personnellement que chaque juge de cet État sait exactement ce que vous avez fait. Le juge Wells lui a frappé Gavel avec la finalité d'un clou de cercueil. Cette cour est ajournée. Alors que la galerie éclate dans le chaos, les journalistes se précipitant pour des sorties, des caméras clignotant, des voix criant des questions, Jacques s'assit tranquillement à côté de Tom, regardant son ex-femme emmenée par des maréchaux fédéraux qui attendaient dehors. Laura le regarda une fois en atteignant les portes de la salle d'audience. Son visage était un mélange de haine, de désespoir et quelque chose qui aurait pu être regret, mais Jacques ne ressentait rien. Pas de satisfaction, pas de colère, pas de pitié, juste la certitude silencieuse cette justice avait finalement été rendue. En dehors du palais de justice, la mêlée médiatique était intense. Les microphones se dirigent vers son visage, les caméras ont cliqué comme des castinets, et les journalistes se sont criés les uns sur les autres. Monsieur Marin, comment vous sentez-vous que votre nom soit complètement effacé? Jacques a ajusté sa cravate, la même cravate bleue qu'il avait portée pour épouser Laura il y a 12 ans, et a regardé directement les caméras. Je suis reconnaissant que la vérité soit finalement apparue. Ma seule préoccupation est maintenant de protéger ma fille et de l'aider à guérir de cette trahison. Allez-vous poursuivre des dommages civils contre les conspirateurs? Tom s'est avancé, les instincts de son avocat prenant le relais. Monsieur Marin a subi d'énormes dommages financiers et émotionnels à la suite de cette conspiration. Nous déposerons des poursuites civiles complètes contre toutes les parties impliquées, recherchant une restitution complète et des dommages-intérêts punitifs. Et Cameron Voss? Va-t-il faire face à des accusations? Le sourire de Jacques était assez froid pour geler les fenêtres. Monsieur Voss est actuellement en détention fédérale, confronté à plusieurs accusations de crimes, notamment la fraude par fil, le complot et le vol de Fédéral Avantage. Je crois qu'il découvre que la vraie vie n'est pas comme les thrillers légaux qu'il lit probablement. Un message pour d'autres pères confrontés à des situations similaires? Jacques regarda directement dans la caméra, pensant à chaque papa qui avait été ferré par de fausses accusations et déposé judiciaire. Frauduleux. Documenter. Tout. Faites confiance à votre instinct et n'abandonnez jamais de vous battre pour vos enfants. Peu importe à quel point cela semble désespéré, la vérité a finalement une façon de se révéler. Alors que la foule se dispersait et que les caméras se sont emballées, Tom applaudit Jacques sur l'épaule. Eh bien, mon ami, c'est fini. Comment ça fait? Jacques leva les yeux vers les marches du palais de justice où il y a seulement 3 heures, tout son avenir avait été suspendu dans la balance maintenant. Il s'éloignait avec une garde complète, sa réputation à restaurer et ses accusateurs étant confrontés à des décennies de prison. Ça sent, dit doucement Jacques, comme la justice. Alors que l'audience s'est terminée, Jacques a vu Laura être emmenée par son avocat et 2 agents du FBI. Elle le regarda une fois, son visage un mélange de haine et de plaidoyer désespéré. Il ne ressentait rien. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes ont encerclé Jacques et Tom. Monsieur Marin, comment vous sentez-vous que votre nom est effacé? Je suis juste content que ma fille grandisse en sachant la vérité. Allez-vous poursuivre des dommages civils contre les conspirateurs? Tom a répondu pour lui. Monsieur Marin a subi d'énormes dommages financiers et émotionnels. Déposera une action contre toutes les parties impliquées. Et Cameron Voss? Le sourire de Jacques était froid. Monsieur Voss fait face à plusieurs accusations de crimes. Je pense qu'il a des problèmes plus importants que les litiges civils. Cet après-midi, Jacques a récupéré Rosie à l'école pour la première fois en 2 semaines. Elle a couru dans ses bras comme si elle avait été abattue d'un canon. « Papa, tu rentres à la maison? »« Je suis à la maison, bébé. »« Pour de bon. »« Et maman ?» Jacques s'agenouilla jusqu'au niveau des yeux de Rosie. « Maman a fait de très mauvais choix. Elle va devoir faire face aux conséquences, mais vous et moi allons aller bien. Vais-je toujours la voir? Peut-être parfois, mais elle ne vivra plus avec nous. » Rosie acquiesca solon element. Elle était différente de toute façon après son retour de grand-mère, comme si elle faisait semblant d'être gentille, mais ce n'était pas vraiment. Jacques serra sa fille serrée. 8 ans, et elle avait vu à travers l'acte de Laura mieux que lui. 3 mois plus tard, Jacques s'est assis dans son camion à l'extérieur de l'école de Rosie,
regardant Laura attendre par sa batterie Honda Civic. La BMW Silver a disparu depuis longtemps. Cameron avait fui l'État plutôt que le procès en face. Un mandat fédéral a été émis la même semaine, mais il a disparu, laissant Laura faire face à tout le poids des poursuites. Laura avait été licenciée du cabinet dentaire après sa condamnation pour crime. Sa licence professionnelle a été révoquée, son crédit détruit par des frais juridiques et des ordonnances de restitution. Elle vivait dans un studio à travers la ville, travaillant à temps partiel dans un restaurant de restauration rapide. Albert Lindley purgeait 18 mois de prison fédérale pour corruption. Sa réputation a été ruinée, sa pension disparue, ses liens sans valeur. Le procès civil de Jacques lui avait accordé 200 000 $ en dommages-intérêts, de l'argent qu'il ne verrait jamais. Mais le jugement semblait bon dans son dossier juridique. Rosie a émergé du bâtiment de l'école et a immédiatement repéré Laura. Jacques a regardé le visage de sa fille, à la recherche de tout signe qu'elle voulait aller parler à sa mère à la place. Rosie se dirigea directement vers le camion de Jacques et monta dans le siège passager. « Maman attend-elle toujours que je vienne lui parler ?»« Ouais, elle l'est. Dois-je le faire ?» Jacques regarda le parking de son ex-femme. Laura les regardait avec un espoir désespéré, comme elle le pensait aujourd'hui. « Que pensez-vous, ma chérie ?» Rosie a sérieusement considéré la question. « Je pense qu'elle devrait d'abord dire la vérité sur tout ce qu'elle a fait et dire qu'elle est désolée. Vraiment désolée. » Jacques a commencé le camion. « C'est très sage. A-t-elle encore fait ça ? » ? « Non, bébé, elle ne l'a pas fait. Alors je ne veux pas lui parler. » Alors qu'il s'éloignait, Jacques jeta un coup d'œil à son rétroviseur. Laura se tenait toujours à côté de sa voiture, les regardant disparaître dans la rue. Certaines personnes pourraient dire qu'il devrait se sentir désolé pour elle. Cela détruisant la vie de quelqu'un, même quelqu'un qui a essayé de détruire le sien, n'était pas quelque chose à célébrer. Mais Jacques ne se sentait pas désolé. Il se sentait satisfait.